Bonjour à toutes et à tous. Publié en 1961, quelques mois avant la mort de Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre s'impose comme un manifeste brûlant de la lutte anticoloniale et une analyse clinique des effets psychiques, politiques et sociaux de la colonisation. Psychiatre martiniquais engagé dans la guerre d'Algérie aux côtés du FLN, Fanon n'écrit pas depuis une position neutre, mais en tant que militant, intellectuel organique et témoin des violences de l'Empire. Son œuvre est une œuvre de combat, une parole adressée aux colonisés, un cri de rupture avec les systèmes d'oppression. Dans un style incisif et souvent radical, Fanon explore la nécessité de la violence dans le processus de libération nationale, tout en interrogeant les pièges qui menacent les sociétés postcoloniales. Cet ouvrage est un texte fondamental pour comprendre les mécanismes psychologiques de la domination coloniale, mais aussi pour envisager l'émancipation politique comme un acte de réappropriation intégrale de soi. Dès les premières pages, Fanon affirme que la décolonisation est toujours un phénomène violent. Cette affirmation dérange, mais elle ne relève ni de l'apologie du sang, ni d'une fascination pour la guerre. Elle est l'expression d'une logique dialectique. Pour Fanon, le colonialisme repose sur une structure de domination fondée sur la violence physique et symbolique. Il ne peut donc être renversé que par une contre-violence libératrice. Le colonisé, déshumanisé, relégué à la marge, retrouve par les armes une forme de subjectivité et de dignité. Ainsi, la violence devient thérapeutique, presque purificatrice. Elle permet à l'homme colonisé de se réinventer, de sortir de l'aliénation. Fanon, en tant que psychiatre, éclaire l'impact de la colonisation sur la psyché des peuples dominés. Dans un monde manichéen, où le colonisé est réduit à l'animalité, la colonisation produit des névroses, des traumatismes, une haine intériorisée. Il évoque l'homme colonisé comme une conscience mutilée. L'aliénation n'est pas seulement matérielle, elle est aussi mentale, langagière, culturelle. La réappropriation de l'histoire, de la parole, du corps est donc essentielle à la guérison collective. Cette perspective fait de Les Damnés de la Terre un texte unique à l'intersection entre philosophie politique, psychanalyse et critique sociale. Fanon ne s'arrête pas au moment de l'indépendance. Il avertit contre les dérives postcoloniales, notamment la montée d'une bourgeoisie nationale plus soucieuse de ses privilèges que du bien-être du peuple. Cette classe, souvent formée par le colonisateur, reproduit les logiques d'exclusion et de domination. Le danger est celui d'une indépendance formelle, vidée de contenu révolutionnaire. Fanon plaide alors pour un socialisme africain fondé sur la justice sociale, l'éducation, la culture, la souveraineté populaire. Au-delà du contexte de la guerre d'Algérie, Les Damnés de la Terre résonnent encore aujourd'hui. Il éclaire les enjeux du racisme systémique, les luttes pour la dignité, les mouvements décoloniaux contemporains. Il invite à penser l'émancipation non pas comme imitation de l'Europe, mais comme invention d'un avenir propre, enraciné dans les réalités culturelles, historiques et spirituelles des peuples anciennement colonisés. Sa force réside dans sa capacité à articuler l'histoire et la subjectivité, le combat politique et la reconstruction de soi. Les Damnés de la Terre demeurent un texte fondamental pour toutes celles et ceux qui interrogent l'héritage du colonialisme et aspirent à une libération totale, non seulement des structures politiques, mais aussi des aliénations mentales. En posant la violence comme passage obligé, mais non comme fin en soi, Fanon ouvre une réflexion puissante sur les conditions de possibilité d'un monde nouveau. Sa pensée reste vivante, percutante et profondément tournée vers l'avenir, un avenir à construire par les peuples eux-mêmes, dans un geste d'autodétermination lucide, exigeant et radical.
Dans un monde encore fracturé par les inégalités héritées de l'histoire coloniale, relire Fanon, c'est refuser l'oubli et appeler à la vigilance critique. Dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon déploie une critique rigoureuse, radicale et profondément visionnaire de ce qu'il nomme la bourgeoisie nationale, cette élite issue des pays colonisés qui accède au pouvoir après l'indépendance, mais qui, selon lui, trahit les aspirations du peuple en reproduisant les structures de domination coloniale sous une forme endogène. Fanon dresse un portrait accablant de cette classe montante. Contrairement à la bourgeoisie européenne du XIXe siècle, qui avait une fonction historique, celle de porter la révolution industrielle, de créer un capitalisme national, la bourgeoisie des pays décolonisés est, selon Fanon, parasitaire, improductive, consumériste et dépendante. Elle n'a pas de vision économique à long terme, pas d'ambition industrielle, ni d'intérêt pour l'autosuffisance nationale. Elle ne se donne pas la peine d'inventer, elle se contente d'imiter. Loin de réorganiser l'économie au profit du peuple, cette bourgeoisie se contente d'occuper les anciens postes de pouvoir laissés vacants par les colons, perpétuant ainsi le même système de pillage, mais désormais au profit d'une minorité nationale. Elle transfère les richesses vers les anciens centres coloniaux, devenant le relais local du capitalisme international. Pour Fanon, le passage de la colonisation à l'indépendance ne constitue pas en soi une rupture structurelle. Lorsque la décolonisation est confisquée par la bourgeoisie nationale, elle devient une indépendance sans contenu, une simple substitution de gestionnaire, sans transformation réelle des rapports sociaux. Le peuple, après avoir lutté, souffert, espéré, se retrouve trahi. Le peuple ne trouve rien, absolument rien de ce qu'il espérait. Ainsi, l'indépendance devient un mirage. L'État-nation devient un appareil clientéliste au service d'intérêts privés, tandis que les masses populaires continuent de vivre dans la pauvreté, l'analphabétisme, l'absence d'infrastructures, comme sous la colonisation. Fanon dénonce ici la reproduction du modèle colonial, non plus par le colon européen, mais par le national autochtone. Fanon, sans toujours utiliser le terme de néocolonialisme, en expose pourtant les rouages avec une remarquable lucidité. Il met en lumière les procédés subtils par lesquels les anciennes puissances coloniales parviennent à préserver leur domination économique, culturelle et politique, même après les indépendances formelles. Au cœur de ce système se trouve la bourgeoisie nationale, qui endosse le rôle d'intermédiaire local au service d'intérêts étrangers. Plutôt que de rompre avec l'ordre colonial, cette élite en conserve les structures administratives et juridiques, perpétuant ainsi le modèle hérité de la colonisation. Elle conclut des accords économiques inéquitables avec les anciennes métropoles, renforçant une dépendance structurelle, recours massif aux importations, absence d'industrialisation, fuite des capitaux. Sur le plan international, elle s'aligne politiquement et stratégiquement avec les anciens colons, sacrifiant l'autonomie nationale au profit d'une reconnaissance extérieure. Dès lors, le colonialisme ne disparaît pas, il se transforme. Il change de visage sans changer de logique. Les formes d'oppression persistent sous des apparences nouvelles. Le peuple, quant à lui, reste dans une situation de subordination, privé de réelle souveraineté, tandis que l'idéal d'émancipation économique s'éloigne, trahi par ceux-là même qui prétendaient le porter. Fanon utilise le concept de néocolonialisme sans toujours le nommer. Il décrit avec acuité les mécanismes par lesquels les anciennes puissances coloniales maintiennent leur emprise économique, culturelle et politique sur les États nouvellement indépendants. La bourgeoisie nationale joue ici un rôle d'intermédiaire. Elle conserve les structures administratives et juridiques héritées de la colonisation.
Elle signe des accords inégaux avec les anciennes métropoles. Elle alimente une dépendance économique, importation massive, absence d'industrialisation. Elle s'aligne géopolitiquement sur les anciennes puissances. Ainsi, le colonialisme change de visage, mais non de logique. Le peuple reste exploité, la souveraineté réelle est compromise et l'émancipation économique devient impossible. Fanon critique également le discours populiste de façade que cette bourgeoisie utilise pour masquer son immobilisme et désamorcer la contestation. Elle instrumentalise le nationalisme, l'identité, la langue ou la religion pour légitimer son pouvoir, tout en continuant à agir dans l'intérêt des puissances étrangères et de sa propre classe. Le culte de la personnalité, les régimes autoritaires, les partis uniques deviennent des moyens de conserver le pouvoir sans transformation sociale et de faire taire les voix critiques au nom de l'unité nationale. Face à cet échec programmé, Fanon appelle de ses vœux un socialisme autochtone, enraciné, décentralisé, reposant sur l'éducation du peuple, la coopération, l'agriculture, la justice sociale et la démocratie participative. Il veut éviter que les anciens opprimés ne deviennent à leur tour des oppresseurs et insiste sur l'importance d'un projet émancipateur dans sa structure même, débarrassé de la logique capitaliste importée. Il écrit « Si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons l'élever à un niveau différent de celui que lui a montré l'Europe, alors il faut inventer l'homme une nouvelle fois. Cette invention de l'homme passe par une transformation radicale des mentalités, des structures économiques et des modèles politiques. » La critique fanonienne de la bourgeoisie nationale et du néocolonialisme est d'une lucidité brutale, mais salutaire. Elle anticipe avec précision les dérives autoritaires, l'échec des promesses postcoloniales et les illusions d'une indépendance vidée de sens. Plus de 6 décennies après sa parution, Les damnés de la Terre résonnent puissamment dans un monde où les logiques de domination se perpétuent sous de nouvelles formes. Fanon nous oblige à penser une décolonisation intégrale, politique, économique, psychologique, et à refuser les simulacres de liberté. C'est dans cette radicalité assumée que réside l'avenir d'une véritable souveraineté des peuples. Si ces réflexions vous interpellent, si vous ressentez, vous aussi, le besoin de penser le monde autrement, d'explorer les voies étouffées de l'histoire et de redonner sens aux luttes oubliées, alors abonnez-vous. Ici, chaque mot est une fenêtre ouverte sur l'ailleurs, chaque vidéo une invitation à la conscience. Ne restez pas spectateurs, devenez les passeurs d'une pensée vivante, critique et résolument tournée vers l'avenir.